Merci Michel pour cette gentille introduction. Et puis je souhaite aussi remercier Jean-Marie Tarascon pour m'avoir invité à participer à ce séminaire, parce que c'est, comme l'a dit Marthe Fontcave précédemment, c'est tout à fait passionnant de quitter un peu son propre champ d'investigation pendant 2 jours pour regarder le paysage énergétique un petit peu complet. Donc voilà. Alors je vais apporter ma pierre à l'édifice en vous parlant plus particulièrement de piles à combustible. Et ce qui m'a été demandé, c'est plutôt de faire une revue de l'état de l'art. Donc je vais essayer d'être assez exhaustive et de vous dire ce qui se fait un peu partout dans le monde sur les piles à combustible. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler comment ça marche, une pile à combustible, le principe de fonctionnement, les différentes technologies qui existent, parce qu'il y a beaucoup de piles à combustible, et puis pourquoi elles vont avoir un rôle possible, pertinent dans le paysage énergétique d'aujourd'hui. Ensuite, je ferai une brève revue de l'état de l'art international en me focalisant exclusivement sur les programmes de déploiement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais un petit peu faire l'impasse sur tout ce qui est programme de recherche, mais bon, évidemment, s'il y a des questions, ce sera le moment d'en parler. Et à l'issue de cette brève revue, eh bien, je vous présenterai ce qui se fait en France, et ça m'amènera à conclure sur la question qui m'était un peu posée, quelle technologie pour quelle application, et qu'est-ce qui conditionne aujourd'hui l'entrée des piles à combustible sur le marché. Donc, comme une pile classique, comme une batterie, une pile à combustible transforme directement et de façon continue de l'énergie chimique en énergie électrique. Donc l'idée, bien sûr, c'est de prendre une réaction chimique qui soit la plus exothermique possible, qui vous fournisse le plus d'énergie. Donc typiquement, la réaction de production de l'eau à partir de l'oxygène et de l'hydrogène est très exothermique. Dans les bonnes proportions, on sait qu'elle peut même être explosive. Donc elle nous fournit, quand l'eau est liquide, cette énergie, et quand l'eau est gazeuse, c'est-à-dire entre 100 et 1000 degrés, typiquement, un delta H, une énergie totale qui est à peu près constante. Donc dans une pile à combustible, dans un dispositif électrochimique, c'est cette partie d'énergie, cette enthalpie libre, qu'on va pouvoir convertir et qu'on va pouvoir récupérer sous forme d'énergie électrique. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va diviser la réaction chimique globale en 2 réactions d'électrodes. Typiquement, le combustible, l'hydrogène, va être oxydé à l'anode, suivant une de ces réactions, produisant un courant électrique, donc générant le courant électrique qu'on attend d'une pile à combustible, et puis l'oxygène issu de l'air, classiquement, va lui être réduit dans l'autre électrode. Et ce qui va être le plus important, c'est le choix de l'électrolyte et de l'ion qui va être impliqué dans chacune de ces 2 réactions et qui va faire en sorte qu'on ait une cellule électrochimique complète avec le lien qui sera réalisé entre les 2 demi-réactions grâce à cet ion-là. Alors quand vous avez réalisé un tel circuit, que vous avez fermé le circuit avec de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, eh bien il s'établit une tension aux bornes de cette cellule qui est égale à peu près à 1 volt et qui correspond au delta G sur 2F. Alors le delta G, c'est l'énergie qu'on a vue précédemment, et puis le 2F, c'est les 2 électrons qui sont impliqués pour arriver à retrouver l'équation globale complète H2 plus 1 demi-2O2 donne H2O. Alors tout de suite, un tout petit point, les piles à combustible ne sont pas comme les piles traditionnelles ou les batteries, c'est-à-dire que l'énergie dans une pile à combustible n'est pas stockée dans le volume du générateur. Ici, typiquement, je vous ai représenté quelques piles ou batteries classiques, et l'ensemble des réactifs est contenu dans le générateur électrochimique. Dans une pile à combustible, la pile est liée à des réservoirs, et c'est la taille de ces réservoirs qui va conditionner finalement la durée de fonctionnement de la pile à combustible. Donc une pile va se définir par sa puissance, et l'énergie qu'elle va fournir va dépendre uniquement de la taille du réservoir qu'on va lui associer. Alors, comment est-ce qu'on fait une bonne pile à combustible? Je vous ai dit, à partir du moment où on a fermé le circuit, eh bien, on a cette tension, dite tension de Nernst, qui est proche de 1 volt. Oui, mais dès qu'on fait circuler du courant qu'on tire du courant à travers de la pile à combustible, on s'aperçoit que la tension diminue, et plus on tire du courant, plus elle diminue. En effet, il y a des phénomènes irréversibles qui se produisent, qui dissipent une énergie thermique qui ne va pas être récupérable sous forme d'énergie électrique. Donc, bien évidemment, on va chercher à remonter cette courbe-là le plus haut possible pour récupérer le plus d'énergie.
Comment ça se passe? Donc là, typiquement, vous avez un schéma. J'ai pris un schéma sur une technologie céramique. Vous reconnaissez ici un électrolyte, par exemple une zircone solide. Donc là, c'est quelque chose de très dense qui va bien isoler les deux compartiments oxygène et hydrogène. Les ions peuvent traverser cet électrolyte. Et puis de chaque côté, vous avez les électrodes qui sont dans ce cas-là, pour cette technologie-là, des céramiques poreuses, conductrices électroniques et qui permettent l'arrivée des gaz. Donc déjà, l'électrolyte, il a une certaine conductivité. Donc la traversée des ions, ça va induire déjà une première composante, une première chute ohmique. Donc au fur et à mesure que le courant traverse, vous allez perdre par rapport à votre tension initiale une première composante RI. Et puis, il n'y a pas de raison. Une conductivité, il y en a aussi une dans les électrodes, dans les plaques d'interconnexion qui apportent l'électricité et qui sont responsables du passage du gaz. Donc, finalement, vous allez avoir systématiquement une composante de chute ohmique à travers la pile, qu'il va convenir, bien évidemment, de limiter au maximum. En plus, ce qui se passe, c'est qu'on a les réactions, je vous ai dit, on va faire 2 demi-réactions d'oxydation et de réduction à chaque électrode, à chaque interface, ici, et à l'interface, vous allez avoir d'un côté les ions qui vont s'approcher, de l'autre côté les électrons, les espèces gazeuses, et vous avez une réaction de transfert de charge qui doit se passer. Et au petit courant, suivant les systèmes, suivant la qualité de l'interface que vous avez produit, suivant que vous avez ou non des bons catalyseurs, on l'a vu précédemment, il peut y avoir des charges qui s'accumulent de chaque côté, mais finalement pas de transfert. Et c'est le phénomène de polarisation. Et puis quand il y a eu suffisamment de charges accumulées, un champ créé, à ce moment-là, le courant se met à circuler, mais vous avez encore perdu un petit peu de tension par rapport à la tension initiale. Bon, et si vous n'avez pas de chance du tout, vous pouvez avoir des canaux d'arrivée de gaz qui se bouchent, ou vous pouvez fonctionner avec du gaz et il y a un dépôt de carbone, par exemple, qui va boucher ou limiter la taille des pores, la porosité. Et donc, vous voulez tirer un fort courant, mais le combustible n'arrive pas suffisamment. Et là, vous avez un courant limite de diffusion qui est créé. Donc voilà, en fait, typiquement, la courbe que vous allez récupérer et qui va conditionner la puissance de votre pile à combustible. Donc là, ici, j'ai représenté une courbe expérimentale dans le cas d'une technologie polymère. On est donc à 80 degrés, l'eau produit est liquide, donc ça veut dire que le potentiel de Nernst c'est autour de 1,25 volts. Donc vous voyez, on a bien une polarisation initiale, le domaine où la chute ohmique est prédominante, et puis on arrive vers la fin, on commence à avoir un tout petit peu de surtension de concentration. Donc on va exploiter cette pile dans tout ce domaine-là. C'est vraiment le domaine, la gamme, où on va pouvoir faire fonctionner la pile à combustible. Donc, comment faire une bonne pile à combustible? C'est veiller à ce que la conductivité de chacun des composants soit maximale, aussi bien électronique que ionique, avoir des bonnes interfaces, ça c'est vraiment la clé de tout. Donc, on va sélectionner tout d'abord l'électrolyte, celui qui va conditionner l'ion qui circule à travers la pile à combustible. Alors, il y a plusieurs solutions, elles ont été progressivement développées avec le temps. Donc ça peut être une solution acide qui va conduire les protons, ça peut être une solution alcaline qui va conduire des ions OH-. On sait aussi faire des piles à combustible avec des sels fondus. Là, typiquement, l'ion, ce sera un ion carbonate. On a aussi des piles, donc les SOFC mentionnées par Michel Pouchard tout à l'heure, qui sont toutes céramiques. Et puis, la pile PEMFC, dont a parlé Marc Van Cave ce matin, celle-là, elle est en technologie avec un polymère électrolyte qui conduit les protons H+. Donc une fois qu'on a choisi cet électrolyte, on va choisir les électrodes pour qu'elles aillent bien avec cet électrolyte, qu'elles fonctionnent dans la même gamme de température, qu'elles aient une bonne interface. Et puis finalement, on va avoir 1 volt aux bornes de cette cellule. Donc si vous voulez typiquement, je ne sais pas, récupérer 42 volts, vous allez mettre une cinquantaine de cellules empilées les unes par rapport les unes avec les autres. Et donc là, il va falloir faire des motifs élémentaires qui vont être reproduits. Donc vous avez tout un travail d'interface, optimisation des interfaces, de circulation des espèces chargées et des espèces gazeuses qui soient optimisées, qui ne vous apportent pas de perte de tension supplémentaire. Et puis, on va chercher à faire des systèmes qui soient très compacts, avec une bonne gestion de l'énergie thermique. Bien l'évacuer et bien la récupérer. Donc voilà typiquement l'ensemble des technologies avec ici l'échelle en température. Entre la température ambiante et puis très classiquement 120 degrés, ce sont les technologies avec un électrolyte polymère et des électrodes classiquement en carbone.
Bon, alors je dis 120 degrés, mais il y a des développements qui permettent maintenant d'avoir des polymères qui fonctionnent jusqu'à 180, voire 200 degrés. On peut les alimenter assez classiquement en hydrogène, c'est là qu'elles ont le meilleur rendement, mais on peut aussi envisager des systèmes qui fonctionnent soit au méthanol, direct méthanol fuel cell, soit à l'éthanol. Donc là, pour des questions de réservoir, c'est plus simple d'avoir un réservoir de combustible liquide. Après, en montant en température, eh bien, vous avez les deux technologies, je dirais, historiques, avec des électrolytes liquides, qui sont les piles alcalines, alkaline fuel cell, et les phosphoric acid fuel cell. Ensuite, autour de 650 degrés, qui est donc le point de fusion des sels fondus, vous allez avoir les piles à carbonate fondus. Et ensuite, dans une gamme entre 600 et 1000 degrés, donc c'est une gamme assez large suivant la céramique que vous choisissez, vous aurez les piles qui sont faites tout en céramique avec des électrodes également en céramique. Donc dans le cadre de cet exposé, je vais plutôt détailler ces deux technologies de piles qui sont des piles tout solides, donc qui ont la meilleure compacité, la plus forte densité de puissance et potentiellement les meilleurs rendements, sachant que, eh bien, il y a d'autres piles qui sont développées. Par exemple, typiquement une pile à carbonate fondu, vous en avez une qui tourne actuellement porte de Brancion, qui a été installée par Dalkia. C'est une technologie allemande, elle fournit 200 kW électriques et 200 kW thermiques pour un groupe d'immeubles en voisinage. Donc, elle est installée depuis 2006. Il y a eu également à Sched, dans les années précédentes, une pile phosphoric acid fuel cell qui, elle, a tourné 10 ans, produisant la même gamme d'énergie électrique et thermique, également pour des logements. Donc actuellement, là, je vous ai représenté, vous voyez ici, c'est la taille d'une personne, donc c'est la taille d'un conteneur. Il y a le reformeur, la pile à combustible et puis tout ce qui est conversion électrique derrière. Et là, c'est dans New York, ça alimente en électricité, en chaleur, un poste de police. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, je vais continuer à me focaliser plutôt sur ces deux piles. Pourquoi? Parce que c'est elles qui ont potentiellement les meilleures performances et qui font l'objet du plus grand nombre de démonstrations et de travaux actuellement. Donc une pile SOFC, c'est quoi? Eh bien, c'est donc une technologie tout céramique. Vous voyez ici typiquement une cellule complètement céramique. Elle va fonctionner entre 600 et 900 ou 1000 degrés, donc on ne va pas le faire que de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Ce sera systématiquement un fonctionnement en cogénération. L'intérêt de la haute température, c'est qu'on n'aura pas besoin de l'alimenter en hydrogène pur. Elle va très bien fonctionner avec un mélange hydrogène plus CO, typiquement issu de la biomasse, par exemple, mais elle peut aussi fonctionner avec un biogaz, du gaz naturel, etc. C'est la pile qui tolère le mieux les impuretés, comme le soufre qui est présent dans le gaz. Et puis, elle a des rendements électriques qui peuvent atteindre 60% et un rendement total électrique plus thermique autour de 85%. La fragilité de cette pile, eh bien, c'est que c'est un empilement tout céramique. Vous voyez ici, j'ai repris par exemple une illustration, une coupe. Vous avez l'électrolyte avec ici les deux électrodes et puis un schéma des plaques d'interconnexion qui sont généralement en acier recouvert pour limiter la corrosion. À chaque fois qu'on va faire un transitoire thermique, chacune de ces couches va se comporter différemment en termes d'expansion volumique, et ça va générer des contraintes. Donc ça rend l'empilement céramique très fragile. Donc c'est un petit peu son point faible, des transitoires lents. Vous ne pourrez pas imaginer le matin mettre cette pile dans une voiture et puis 10 minutes après qu'elle soit chaude, ça c'est pas possible. Et puis elle va pouvoir supporter un certain nombre de cycles thermiques, mais c'est un peu son point faible. Alors ceci dit, donc elle est jugée pour l'instant comme ayant une fiabilité, une durabilité pas tout à fait satisfaisante. Cela n'empêche pas, par exemple, Bloom Energy, vous avez sûrement entendu parler de cet effet d'annonce fracassant qu'ils ont fait il y a 2 ans. Bloom Energy est arrivé en directement proposant sur le marché des modules 200 kW avec un rendement électrique annoncé de 50%. Et ils ont eu, je crois, un assez beau succès en Californie. Donc, ils équipent plusieurs installations, plusieurs bâtiments avec leurs piles. Donc, bon, attendons d'avoir un peu le retour d'expérience. Mais voilà, clairement, c'est installé, ça marche. Et, les PEMEC, donc les Proton Exchange Membrane Fuel Cell, donc c'est la deuxième technologie très très étudiée. Alors là, ce coup-ci, on va avoir un électrolyte qui est un polymère. Donc typiquement, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez tous entendu parler du naphion, qui est un petit peu le matériau roi. Bon, il y a tout un tas de dérivés du naphion qui sont développés pour aller plus haut en température ou pour s'adapter aux conditions de fonctionnement. Autour de cette membrane naphion, on va venir mettre
donc des électrodes, des couches de diffusion pour amener les gaz et être conducteurs électroniques, qui sont des tissus de carbone ou des feutres de carbone. Et puis au milieu, eh bien c'est là qu'on va prononcer le mot qui fâche, il va falloir mettre à l'interface entre l'électrolyte et puis cette couche de carbone, la couche active, celle qui contient les catalyseurs, parce qu'on est à basse température et il faut catalyser la réaction, ce qui n'était pas le cas à haute température. La température servait de catalyseur. Donc là, eh bien, on va faire des encres avec, alors, ce qui marche le mieux, c'est le platine, mais je suis bien d'accord qu'il y a pas mal de recherches en cours pour essayer de remplacer le platine ou au moins de diminuer la quantité utilisée. Donc voilà, on va déposer une couche de carbone platiné à l'interface entre cette membrane et puis cette couche. Et voilà ici une cellule PEMFC. Donc là, typiquement, celles-là, elles font à peu près 20 cm par 20 cm. Ça se présente comme ça avec l'électrolyte et puis de chaque côté, les électrodes. Et vous allez les mettre entre des plaques bipolaires qui vont contrôler le circuit de gaz, assurer les étanchéités et faire l'empilement complet. Donc ici, j'ai représenté un empilement. Donc là, les piles, elles font 25 cm de côté à peu près. Elles sont empilées verticalement et vous avez 2 kW qui fonctionnent. Et cette pile, elle sert aussi, là, elle est incorporée dans le voilier zéro CO2 qui tourne en ce moment en Méditerranée. Donc bien évidemment, quand il y a du vent, il est à la voile, mais pour rentrer au port, eh bien, il fonctionne avec une pile et des batteries. Donc, quelle place aujourd'hui pour ces piles à combustible dans le paysage énergétique ? Déjà, comme on l'a dit hier, les piles à combustible, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des nouvelles technologies pour l'énergie. Comme ça a été dit pour les batteries, c'est une technologie du 19e siècle. Pratiquement toutes les technologies ont été inventées au cours du 19e siècle. La première pile ayant été montrée expérimentalement en laboratoire par William Grove, et c'était une pile avec un électrolyte acide sulfurique. Sont venues ensuite les piles à carbonate fondu, les piles alcalines, et puis en 1900, la pile SOFC. Au XXe siècle, ça a été, je dirais, l'âge d'or des piles à combustible pour les applications spatiales, donc dans le programme Gemini, programme Apollo, ou dans la navette spatiale plus récemment. Certes, il y a des panneaux solaires, mais il y a aussi des piles à combustible qui produisent l'électricité, de la chaleur et l'eau pour les cosmonautes, puisqu'on embarque dans la fusée des réservoirs d'hydrogène et d'oxygène, et la réaction produit de l'eau. Donc voilà l'utilité de ces piles. Également, il a été mentionné que l'industrie spatiale était une industrie très conservative, donc il n'y a pas eu, à ma connaissance, de problème sur le fonctionnement de ces piles. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on l'a dit plusieurs fois, dit et redit au cours de ce colloque, on est dans le cadre d'un changement de paradigme. Jusqu'à présent, on avait des sources d'énergie très abondantes, de préférence des sources fossiles, qu'on utilisait pour faire des vecteurs d'énergie. Et puis, ces vecteurs d'énergie, on les convertit ensuite en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Et on est en train de se rendre compte tout doucement qu'il va falloir apprendre à se passer des sources d'énergie fossiles pour privilégier des sources d'énergie renouvelables, travailler avec des vecteurs d'énergie qui seront des biocarburants, des biogaz, de l'électricité, mais aussi de l'hydrogène, qui a tout à fait un rôle intéressant à jouer. Et comme on voit bien que ces vecteurs d'énergie vont quand même être plus chers, moins facilement accessibles que le charbon qu'on va récupérer directement, il va falloir qu'on travaille avec des convertisseurs d'énergie à haut rendement. Et là, on arrive dans cette notion d'efficacité énergétique, de mieux récupérer l'énergie produite. Et c'est dans ce contexte que les piles à combustible interviennent, puisque ce sont des convertisseurs énergiques à haut rendement. Alors, je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure, le principe de la pile à combustible, c'est de récupérer le delta G de la part d'enthalpie libre sur l'énergie totale de la réaction chimique. Donc ça, c'est en théorie le rendement maximal de la pile quand vous avez un tout petit courant. Donc c'est de l'ordre de 85 à 95%. Donc ça veut dire que ce rendement maximal, il est quand même déjà très très élevé. Alors, si vous avez bien suivi, vous savez, oui, mais quand on est en fonctionnement, la tension en fonction du courant, elle est bien plus basse que la tension de Nernst. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui va tout à fait diminuer le rendement de la pile. Donc le rendement total, ça va être le rendement théorique, plus ce rendement en tension, plus le taux d'utilisation du combustible, mais là c'est un problème d'ingénieur, il suffit de prévoir la bonne recirculation pour avoir un taux de conversion du combustible qui soit proche de 100%, et ça on sait faire, et puis plus le rendement faradique, et là encore, si vous avez bien conçu votre système, si vous évitez les courts-circuits, eh bien le rendement faradique il est généralement proche de 1.
Donc, c'est ces deux termes-là qui vont intervenir et qui font que vous avez des rendements électriques dans les piles à combustible qui sont généralement supérieurs à 40%, 50%, voire 60%. Alors, c'est illustré sur ce graphe, issu que j'ai pris un collègue de Jülich. Bon, il est un peu âgé, un peu ancien, pas le collègue, le graphe. Il mériterait d'être réactualisé, mais il a le mérite d'être très clair. En fonction des gammes de puissance, vous avez ici l'efficacité de conversion électrique de ces différents systèmes. Et ce que l'on voit, c'est que pour toutes ces gammes de puissance, les piles à combustible sont quand même toujours des dispositifs à fort rendement, même dans la gamme ici que l'on utilise pour le transport, par exemple pour les véhicules, eh bien, que ce soit les moteurs à essence ou les moteurs diesel, on a toujours des piles à combustible qui vont être quand même plus efficaces. D'où l'intérêt. Alors, on compare, j'ai effectivement oublié, bon, je vous ai commenté ce graphe, ces rendements sont effectivement à comparer au rendement qu'on obtient avec un moteur thermique couplé à un alternateur. Et ce rendement, bon, on l'a déjà dit hier, hein, c'est 1 moins T2 sur T1 avec les écarts de température. Et généralement, c'est quand même toujours inférieur à 40%. Donc, c'est illustré sur ce graphe et c'est un petit peu ce que l'on voit dans ces deux comparaisons. Alors, j'illustre ça, je reprends la courbe de tout à l'heure, la courbe de ma cellule PEMFC, avec son graphe de puissance en rouge, la courbe de polarisation, hein, donc le courant en fonction de la tension en bleu, et ici en vert, eh bien, on a représenté le rendement de cette cellule. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un point de fonctionnement assez classique, hein, 0,6 ampères par centimètre carré et 0,6 volts, eh bien, on a un rendement de 50%. Et quand une telle cellule est rentrée dans un système, donc là, je reprends mon petit système tout à l'heure, que celui qu'on a développé au CEA, qui fait 20 kW, hein, donc vous avez ici l'échelle de puissance, et puis les 20 kW. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le rendement qu'on obtient sur chaque cellule, eh bien, il a exactement la même allure que celui-là, même une fois qu'on l'a intégré dans un système de 20 kW. Et au niveau de la cellule, on est compris entre 70 et puis 50%. Et au niveau du système complet, eh bien, le rendement, il tourne sur toute la gamme de puissance autour de 50%. Et ça, c'est vraiment un des points forts des piles à combustible, c'est que vous pouvez varier la puissance, le rendement ne va pas varier, il reste constant. Alors, évidemment, pour les toutes petites puissances, là, on a toutes les auxiliaires qui pompent de la puissance sur la pile et qui grèvent son rendement. De l'intérêt de l'hybridation et de l'intérêt d'avoir une pile qui ne va pas marcher toute seule, mais qui sera toujours couplée à une batterie. Que font donc voilà, je vous ai un petit peu montré comment marche une pile à combustible, les différentes technologies, quel est leur point fort, que font nos pays voisins. Je vais me focaliser, comme je vous l'ai dit, uniquement sur les aspects déploiement. Il y a plusieurs programmes de par le monde, donc en bleu, c'est tous les pays qui affichent vraiment un programme fort, hydrogène et puis la combustible. Donc tout d'abord, je prendrai un petit peu de temps pour vous dire ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'il y a un programme assez volontariste qui est financé et orchestré par le Department of Energy, donc qui inclut tous les domaines, production, stockage, distribution d'hydrogène et puis la combustible, aussi bien pour le transport que pour les applications stationnaires. Il existe un programme européen qui s'est mis en place, qui est issu des programmes, des framework programs, aussi bien énergie que transport. Donc là, il y a un partenariat public-privé qui s'est mis en place et qui contrôle depuis 4 ans les appels à projets au niveau de l'Union européenne. Et ça vise à harmoniser l'ensemble des initiatives nationales européennes dans ce domaine. Donc, c'est un programme qui est également assez important en termes financiers. Et à ce programme-là viennent s'ajouter des initiatives nationales. Donc, j'en ai cité plusieurs ici, mais je ferai un petit focus sur le programme allemand, parce qu'à lui tout seul, eh bien, il met en jeu pratiquement autant d'argent que le programme européen à lui tout seul. Et nos partenaires allemands, là, sont vraiment très volontaristes sur la mobilité hydrogène, notamment en Allemagne. Et je donnerai également un petit mot sur ce qui se passe en France, bien sûr. Côté asiatique, je vous dirai un petit peu ce que font nos amis japonais, puisque eux aussi ont une politique de déploiement des piles à combustible très active. Donc, les Américains, hier, on l'a vu avec plusieurs exposés assez pragmatiques, donc ils ont cherché quels étaient les marchés, les premiers marchés qui permettraient de faire de l'argent avec les piles à combustible, et eux, ils ont identifié que c'était plutôt des marchés stationnaires et des marchés de niche,
comme ici par exemple l'alimentation électrique de gros serveurs de calcul, ou toutes les flottes de petits véhicules utilitaires dans des usines, dans des industries, et puis les sites isolés, les pylônes télécommunications par exemple. Ici, je vous représente la croissance de la production et des ventes de piles à combustible sur ces marchés-là. Donc, les années, c'est 2007, 2008, 2009. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est en train de décoller. Donc, ils sont dans une phase de déploiement et de préparation du marché. Et puis, ils font aussi un effort assez significatif sur le transport des voitures avec des piles à combustible et de l'hydrogène. Et ça, ils le font avec l'aide des États, notamment avec l'aide de la Californie. Donc, typiquement, je vous passe en revue ici le nombre de véhicules qui circulent, le nombre de stations-service où vous pouvez faire le plein d'hydrogène. Les analyses après plusieurs millions de kilomètres parcourus, c'est que le véhicule fonctionne avec une efficacité supérieure à 50%, ce qui est quand même vraiment bien. Elle a une autonomie qui tourne autour de 350 km. Et au niveau de la durabilité, qu'on mentionne toujours comme un point faible des piles à combustible, eh bien, le système pile à combustible dure 2500 heures. Alors, c'est encore pas satisfaisant. L'objectif, c'est 5000 heures, puisque la durée de vie d'un moteur, c'est 5000 heures. Donc, on n'est pas encore aux 5000 heures, mais c'est pas ridicule. On a clairement déjà 2500 heures de durabilité. Donc, j'illustre ça avec les stations essence qui sont ouvertes. Alors, en vert et en orange, c'est celles qui sont déjà ouvertes à Los Angeles et puis à San Francisco. L'objectif étant de faire une autoroute hydrogène en Californie. Il y a la même démarche exactement au Japon. Donc, je ne vais pas vous redétailler l'autoroute qui va de Tokyo jusqu'au sud du Japon, les stations-service, etc. Les trois producteurs majeurs de voitures au Japon, que sont Toyota, Nissan et Honda, sont impliqués dans cette démarche. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce graphe, parce que maintenant, de nombreux producteurs, fabricants de voitures ont adopté cette politique, cette vision un petit peu. Quelle que soit la taille du véhicule, finalement, si on a là c'est l'autonomie, si on a un véhicule qui a besoin d'avoir une faible autonomie, on ne se posera pas de questions, on va faire un véhicule tout électrique avec des batteries, ça marche très bien, hein. J'entendais ce matin dire qu'on n'y était pas encore, si une voiture électrique, ça marche très bien, on sait très bien la faire marcher. Et puis, si on veut augmenter l'autonomie, eh bien, on a les solutions qui sont actuellement proposées ou à l'étude. C'est la solution hybride, batterie moteur thermique ou plug-in hybride. Donc, celle-là, on peut déjà l'acheter, sur le marché elle existe. Celle-là, elle est en phase d'essai. Donc ça, c'est les solutions d'aujourd'hui. Et pour tous les producteurs de voitures, la solution de demain, eh bien, ce sera d'avoir une voiture hybride, batterie plus pile à combustible. La batterie permettant de faire tous les pics de puissance, les phases de démarrage, etc. Et la pile à combustible servant finalement à donner de l'autonomie, à recharger la batterie. Voilà, donc c'est un petit peu la philosophie. Et ces producteurs de voitures japonais, tout comme l'avaient fait les producteurs américains, ont signé des lettres d'intention pour commercialiser des véhicules à pile à combustible en 2015. À noter d'ailleurs que dans ces deux pays, États-Unis comme Japon, la Honda Clarity est déjà disponible en leasing. Alors je crois que c'est $600 par mois, il faut quand même pouvoir se l'offrir, mais voilà, vous pouvez déjà rouler avec une voiture hybride batterie pile à combustible. Je vais prendre 5 minutes aussi pour vous expliquer ce qu'ils font au niveau de la cogénération domestique. Donc là, c'est votre chaudière, sauf que la chaudière, elle va être électrogène, va produire de l'eau chaude, du chauffage et de l'électricité. Donc là, le gouvernement japonais a été également très volontariste. Il est parti sur une technologie PEMFC, mais un peu haute température. Il y a 3 producteurs de piles qui sont impliqués dans ce programme. Il y a des aides gouvernementales. Un certain nombre de systèmes ont d'ailleurs été carrément offerts par le gouvernement, sinon ils payent la différence par rapport à une chaudière classique. Et actuellement, il y a 5000 unités qui sont déployées au Japon et qui fonctionnent, ce qui leur donne un retour d'expérience. Et vous voyez sur ce graphe, bon ici c'est 2005, ici c'est 2020 et nous on est à peu près par là. On n'est plus dans la phase de démonstration à grande échelle, mais au niveau du Japon, ils sont dans la phase de création de marché. Donc il y a des incitations gouvernementales pour créer un marché. Et quand vous prenez le métro à Tokyo, vous avez des publicités pour acheter votre chaudière électrogène à pile à combustible. On ne peut pas ne pas mentionner l'Europe et l'Allemagne, qui est finalement celui qui nous montre la voie en Europe au niveau de l'hydrogène et des piles à combustible. Pareil, les mêmes marchés sont concernés, avec toujours les marchés de niche qui vont être les premiers marchés sur lesquels on va pouvoir faire
faire du business, faire de l'argent, et puis un effort majeur aussi sur le transport, avec une flotte de véhicules, avec des stations-service, et puis avec aussi une autoroute Berlin-Hambourg qu'on va pouvoir faire en véhicule à pile à hydrogène. En France, on n'est pas de reste, on est plus frileux. Donc depuis 2009, il y a un programme qui est piloté par Air Liquide et qui vise essentiellement les marchés de niche. Donc vous allez retrouver les pylônes télécoms, les sites isolés et également tout ce qui est petits véhicules utilitaires, chariots élévateurs, etc. Dans les usines ou dans les aéroports. Voilà. C'est un petit peu l'objectif de ce programme, mais c'est le seul programme de démonstration que nous ayons en France actuellement. Alors, on s'est posé pas mal de questions, il y a eu des groupes de réflexion, on a eu un Grenelle de l'environnement pendant lequel on a réussi à ne pas parler du tout d'hydrogène et de piles à combustible, ce que j'ai quand même trouvé assez fort. Et puis finalement, on a quand même créé une plateforme hydrogène et piles à combustible qui était chargée de faire une feuille de route. Donc ça y est, on a notre feuille de route, on sait ce qu'on veut faire. Et il y a des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés récemment, qui sont en cours pour essayer de justement proposer, développer des démonstrations avec les technologies françaises. Parce que des acteurs français, des piles et de l'hydrogène, on en a beaucoup. Et au niveau de la recherche, on est également relativement bien placé. Donc, je vais essayer de conclure, de vous dire quelle technologie pour quelle application. En fonction de la gamme de puissance, on va pouvoir s'intéresser soit aux équipements nomades, alors ça peut être pour le tourisme, l'aspect les halls, camping-car, etc., mais aussi pour les militaires qui sont intéressés à transporter leur énergie et à ce que le soldat il ait tout sur lui. Ça peut être bien sûr l'électrification des sites isolés, la cogénération domestique, et puis il y a un gros marché qu'est le transport, et de plus en plus, on va parler justement avec le développement des énergies intermittentes, il faut pallier leur intermittence, et là encore, pourquoi pas envisager des piles à combustible. Alors, tous ces marchés, ils ont déjà des solutions aujourd'hui. Donc il y a déjà des batteries, des micro-batteries, des moteurs à combustion, des turbines à gaz, des centrales thermiques, etc. Moi, ce que j'ai essayé de vous montrer dans cet exposé, c'est qu'on peut utiliser des technologies avec des plus hauts rendements et qu'elles sont d'ores et déjà efficaces et qu'elles fonctionnent. Donc pour tout ce qui est équipement nomade, je dirais que la PEM, c'est vraiment la solution reine. C'est celle qui marche très très bien. Il y a également des développements qui sont faits sur les micro-SOFC. Donc là, c'est plus typiquement pour des applications militaires. L'objectif, c'est d'avoir sa petite cartouche de combustible liquide et puis de pouvoir démarrer la micro-SOFC avec un briquet. Donc voilà le genre de développement. Mais là, c'est vraiment de la recherche encore, alors que là, c'est des dispositifs qui fonctionnent. Au niveau des sites isolés, la PEM est la bonne réponse en ce moment. Il y a par exemple en Inde, il n'y a pas un grand réseau électrique. Par contre, tout le monde a un téléphone portable. Et les Américains sont en train d'inonder le marché indien avec des piles à combustible PMFC pour équiper tous les pylônes télécoms en Inde. Au niveau du transport, voilà, j'ai illustré un petit peu tout ce qui existait de par le monde avec des véhicules PEM plus batterie qui sont très, très efficaces et qui clairement fonctionnent. On peut les conduire et voilà, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que j'y reviendrai, il y a ce problème de catalyseur, les calculs sont là, le platine ne sera pas suffisant pour tous les véhicules et on a un problème de catalyseur clairement. Au niveau du gros transport, c'est peut-être pas la PEM qui est la meilleure solution. La SOFC, si on arrive à faire des progrès sur sa capacité à démarrer et à s'arrêter, la SOFC permettrait quand même directement d'accepter le combustible liquide qui sera utilisé pour le camion. Alors ça peut être un biodiesel, etc., mais on pourra faire marcher directement cette pile à combustible avec le biodiesel. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Et puis finalement, là c'est beaucoup plus prospectif, mais c'est également des solutions que l'on peut étudier. Enfin, clairement, on a des marchés qui sont déjà là, qui existent et pour lesquels il y a déjà des pays qui sont en train de créer les marchés. Donc les verrous au déploiement des piles à combustible, quels sont-ils aujourd'hui ? Déjà, on m'avait demandé de parler de piles à combustible. Alors je vous ai parlé de piles à combustible, je vous ai parlé de leur haut rendement. Mais à mon sens, une pile à combustible n'a pas de sens si on n'a pas créé une filière hydrogène à faible empreinte carbone. Parce que actuellement, on fait beaucoup d'hydrogène, essentiellement pour des applications industrielles. On le fait par reformage de sources fossiles. Et chaque fois que vous faites une tonne d'hydrogène, vous faites 10 tonnes de CO2. Donc, c'est pas la peine de mettre derrière cet hydrogène-là un convertisseur à haut rendement. Bon, on aura toujours gagné
gagner un petit peu, mais on gagne encore plus si on arrive à faire un hydrogène à faible empreinte carbone. Et là encore, les solutions technologiques existent. Ça peut être de l'électrolyse. Les technologies sont là, sont matures. Et puis, on peut les alimenter avec des énergies renouvelables. Typiquement, quand on a des pics... Récemment, l'Espagne a dû débrancher ses éoliennes parce qu'il n'y avait pas de demande et il y avait trop d'électricité produite. Bien, dans ce cas-là, c'est quand même bien dommage. On pourrait produire de l'hydrogène et ça ferait du combustible. Les procédés photo-induits, dont on a parlé ce matin, ou à partir de la biomasse. Enfin, voilà, donc là, il y a matière à toute une réflexion et également tout un état de l'art. Deuxième chose, une infrastructure de distribution de l'hydrogène, parce que c'est bien beau d'avoir un véhicule qui tourne, mais il faut qu'on puisse faire le plein. Et ça n'existe pas, c'est très insuffisant. L'hydrogène est beaucoup utilisé, encore une fois pour les applications de raffinerie, de métallurgie, de production d'engrais, mais les industriels produisent l'hydrogène sur place et le consomment sur place. C'est un hydrogène captif, donc on ne le transporte pas. Donc finalement, cette infrastructure de distribution, il faut qu'on la crée. Et enfin, on a besoin d'une réglementation de cet hydrogène énergie. Parce que là encore, on sait manipuler des tonnes d'hydrogène et on a tout le contexte de réglementation qui va bien. Par contre, quand vous voulez manipuler 5 kg d'hydrogène, c'est l'ordre de grandeur qu'il vous faut pour faire un plein de voitures, eh bien là, on n'a pas la réglementation qui va. Alors, vous pouvez toujours utiliser celle pour la tonne, mais bon, c'est un peu surdimensionné en matière de dossier de sécurité. Et puis maintenant, je vais arriver aux limitations techniques de la pile à combustible, sachant que mon message, c'était de vous dire, on a déjà des choses qui marchent quand même pas si mal. Alors, évidemment, le coût. On n'est pas concurrentiel avec les technologies qui existent aujourd'hui, qui ont un retour d'expérience de plus de 100 ans, qui fonctionnent avec une énergie fossile qui est toujours pas très chère. Donc il faut qu'on cherche absolument à diminuer le coût de ces technologies et notamment qu'on diminue le platine, le catalyseur platine dans les PEMFC, voire même qu'on le remplace. Donc là, toutes les études pour modifier les catalyseurs, les changer, les améliorer, on en a absolument besoin. Il faut aussi qu'on augmente la durabilité. Je vous ai parlé des 5000 heures pour le transport, mais pour les applications stationnaires, on veut poser sa pile pour au moins 5 ans, c'est-à-dire au moins 40 000 heures. Et puis, on a également besoin d'augmenter la fiabilité de ces systèmes-là. Donc là, on saura aussi le faire avec du retour d'expérience. On ne peut pas avoir que des expériences en laboratoire pour apprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, globalement, il faut qu'on puisse avoir des piles qui fonctionnent en centre-ville avec des polluants. Il faut que, typiquement au niveau de la PEM, l'électrolyte, la membrane polymère, fonctionne très bien pour un degré d'humidité donné qui conditionne le transport des protons et pour une température donnée. Donc ça impose un système assez sophistiqué autour de la pile. Et les premiers retours d'expérience de déploiement de piles en stationnaire montrent que 75% des causes de panne ne sont pas liées à la pile elle-même, mais à tous les auxiliaires qu'il y a autour de la pile. Donc si on arrive à avoir une membrane qui soit un peu plus tolérante, ça va simplifier d'autant le système autour et on aura moins de risques de panne. Donc voilà, c'est également un autre domaine de recherche au niveau par exemple des membranes polymères. Et puis sur les technologies céramiques qui sont potentiellement celles qui ont le plus haut rendement, les plus grandes possibilités, là on a un gros travail à faire sur tout ce qui est thermomécanique de l'empilement céramique. Donc mon premier message, c'était de dire, écoutez, ça marche pas si mal, donc allons-y, faisons de la démonstration, commençons à déployer. Puis le deuxième, c'est de dire, mais de toute façon, on a quand même besoin de continuer à améliorer, on a absolument besoin de trouver des nouveaux catalyseurs, d'optimiser les interfaces, et puis de faire en sorte que quand on veut tout, des électrons qui circulent bien, des ions qui circulent bien, mais des matériaux qui ne réagissent pas les uns avec les autres, c'est un peu antagoniste. Donc là encore, on a des besoins de recherche assez forts. J'ai encore peut-être 2 petites minutes pour donner quelques exemples de travaux qui sont conduits au CEA, donc où on va chercher à comprendre les mécanismes de dégradation. Donc typiquement ici, vous avez une membrane polymère avec ces 2 électrodes en carbone, et ce que l'on constate en fonctionnement, après typiquement 1000 heures de cycle marche-arrêt, c'est ce que l'on va faire pour tester un nouveau produit. On va le mettre sur un banc et puis pendant 1000 heures, on va lui faire subir des cycles marche-arrêt à une fréquence à peu près de la demi-heure. Et ce qu'on voit, c'est que quand il est neuf, ici c'est l'électrode, on vous représente tous les petits grains de carbone, et après fonctionnement, il y a clairement eu une dissolution de carbone. Alors pour le passage du gaz, c'est parfait. Par contre, pour la conduction électrique, c'est un petit peu moins bien. Et puis c'est aussi c'est aussi le support aux platines. Et là, on se dit, il y a problème, où est passé mon catalyseur? Alors le catalyseur, justement,
Initialement, il était positionné là, et après les 1000 heures de fonctionnement, eh bien, on en retrouve plein au milieu de la membrane. Donc il n'a rien à faire là, il ne sert à rien, il est donc plus actif à l'interface, là où il doit être utile, et en plus, il fragilise la membrane. Donc voilà typiquement le mode de dégradation qu'on va observer. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a, alors je vais essayer de le faire marcher, une coalescence des grains de platine. Oui, voilà, donc ça ne marche pas, donc vous ne verrez pas, c'est mon petit film. Mais... Donc, tant pis. Normalement, c'est une tomographie 3D. Et vous saurez me le faire marcher, vous ? Ah, voilà, super. Donc, on voit les grains de carbone avec les catalyseurs de platine. Et il y en a certains qui sont quand même vraiment devenus très, très gros par rapport à ceux initialement, qui font à peu près 5 à 10 nanomètres. Voilà, donc une fois qu'on a compris ces mécanismes, dissolution du carbone, migration du platine, coalescence des grains de platine qui restent dans la membrane, eh bien, ça permet... Oui, alors là, maintenant je veux avancer. Voilà. Ça permet de mettre en place des stratégies. Donc là, typiquement, vous avez des courbes. Alors, c'est des courbes marche-arrêt. Donc, à l'arrêt, vous avez un tout petit courant. On laisse un tout petit courant pour des questions de contrôle de l'essai. Donc, vous êtes à potentiel élevé. Et puis, là, vous êtes au point nominal. Donc, typiquement, ici, à 0,7 volts. Donc, on fait des cycles marche-arrêt comme ça pendant un certain temps. Et si vous suivez la tension du bas, ce que vous vous rendez compte, c'est que qu'on soit à l'échelle de la monocellule ou qu'on soit à l'échelle du petit empilement, eh bien, on se dégrade avec le temps. Ça, c'est irrémédiable. Donc, du coup, il est intéressant de faire des stratégies. Donc, là, ce sont des études qui ont donné lieu à un certain nombre de brevets. Vous pouvez opérer votre pile à combustible en lui imposant ponctuellement des conditions de température, des conditions d'entrée de gaz spécifiques qui vont en quelque sorte régénérer la pile. Et ça, vous le faites périodiquement dans le temps, tous les X cycles. Et ça vous permet, au niveau de la monocellule, finalement de stabiliser ses performances. Là, on est sur 1000 heures. Mais également, si on l'applique à un petit empilement de 5 cellules, eh bien, ça stabilise ses performances. Donc là, eh bien, ce petit stack, on suit ses performances pendant 3000 heures. Et vous voyez qu'on arrive à finalement stabiliser, avoir peu de dégradation sur 3000 heures. Alors, on n'est encore pas à 5000, mais on s'en approche tout doucement. Donc voilà, pour conclure, les piles à combustible sont des convertisseurs d'énergie à haut rendement et j'espère vous avoir convaincu qu'elles ont leur place dans le paysage énergétique actuel. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Actuellement, les PEM et les SOFC sont jugées les piles les plus prometteuses, mais ce ne sera de toute façon pas la solution unique. Les piles à combustible seront toujours associées à quelque chose et typiquement pour le transport, elles seront toujours hybridées. On n'est pas dans une logique pile contre batterie, on est clairement dans une logique pile avec batterie. Et puis, et c'est un message vraiment fort, pour moi une pile à combustible n'a pas vraiment de pertinence si on n'associe pas un combustible à faible empreinte carbone. Donc ça peut être un biogaz, un biodiesel, ou ça peut être aussi un hydrogène produit de façon un petit peu plus verte que ce qu'on fait actuellement. Pour moi, les principaux verrous, eh bien, c'est beaucoup des verrous qui sont liés au coût par rapport aux solutions existantes. Donc là, la solution, ça peut être comme au Japon, d'avoir des aides, des incitations, comme ce qui a été fait pour les panneaux photovoltaïques. Il y a une absence d'infrastructure hydrogène et une absence de réglementation appropriée. Donc là encore, tout ça, c'est un petit peu des réponses qui pourraient venir d'une volonté politique et d'incitation gouvernementale. Bien sûr, leur durabilité, leur fiabilité restent à améliorer, mais j'ai essayé de vous montrer avec ce dernier exemple, par exemple, qu'on n'est quand même pas très loin d'avoir atteint les objectifs. En perspective, eh bien, on essaye aujourd'hui de diversifier le champ des possibles et typiquement des piles à combustible sont tout à fait efficaces pour séparer le CO2 du reste des gaz. Donc par exemple, en sortie d'une centrale thermique, on peut très bien envisager de mettre des filtres pour capturer le CO2 et puis après, moi personnellement, séquestrer sous terre, ça ne me plaît pas trop, mais essayer de le revaloriser par exemple. Mais on peut aussi mettre une pile à combustible qui va permettre de reproduire un petit peu d'énergie et puis de séparer le CO2. Donc ça, c'est également des choses qui sont en cours d'étude. On peut aussi, puisqu'on a ce problème d'énergie intermittente qui sont très bien, qui nous donnent une électricité pas chère, mais pas toujours quand on en a besoin, eh bien aussi, on peut étudier des piles à combustible qui soient réversibles et à ce moment-là, qui fourniraient une bonne solution. Voilà, je vous remercie de votre attention.